Alors, nous abordons le dernier point qui est celui des rapports entre les deux Corées après l'armistice de 1953 et de la recherche de la réunification. Le titre vers l'unité devant évidemment être accompagné d'un énorme point d'interrogation parce que si l'on peut penser que la réunification se fera un jour, évidemment, nul ne sait quand ni comment. Alors, avant d'aborder ce point, je voudrais faire quelques remarques préalables. La première, si l'on observe l'histoire de la Corée depuis 1953, eh bien, on est frappé par l'importance de la violence, à la fois la violence des relations entre les deux Corées, les attentats, les assassinats, les menaces de guerre, etc. Et puis également la violence de la vie politique intérieure. Et ceci aussi bien au nord, ça tout le monde le sait, qu'au sud. Au sud, c'est quand même un pays dans lequel le président Park Chung-hee a été assassiné en 1979. Kim Dae-jung, avant d'être président de Corée, il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat en 1973. Il avait déjà attaché au pied le bloc de béton qui devait l'entraîner au fond de la mer lorsqu'il a été sauvé par une intervention des services américains. Bon. Ensuite, il a été condamné à mort en 1980, pas exécuté, mais banni avant d'être élu président, donc en 1997. Quant à Park Geun-hye, qui est la fille de Park Chung-hee, en Corée, on met le nom de famille en premier, donc c'est sa fille. Élue présidente de la République, eh bien, elle a été finalement condamnée pour corruption, pour abus de pouvoir, pour des détournements qui se chiffraient en millions de dollars. Elle a été condamnée à 32 ans de prison. Alors, toute cette violence et ces mœurs, presque on pourrait dire, ces mœurs mafieuses, eh ben, pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est l'héritage d'une histoire commune qui est faite de beaucoup de guerres, à la fois de guerres d'invasion et de guerres civiles, et puis aussi dans la Corée royale, d'une longue habitude de lutte entre les clans princiers, les clans féodaux, pour le contrôle du pouvoir. Bon, alors est-ce que c'est la même chose au nord et au sud? Évidemment non, parce qu'au sud, ces mœurs mafieuses et cette violence ont été progressivement endiguées par un certain nombre de conquêtes démocratiques. Alors qu'au nord, les mœurs mafieuses et la violence d'État n'ont été endiguées par rien du tout et continuent de s'exercer pleinement. Deuxième remarque générale, les relations entre les deux Corées, c'est d'abord bien sûr une affaire entre Coréens. Mais c'est très profondément dépendant des relations internationales. Puisque la division de la Corée, ben, c'est le produit de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Pardon. Et aujourd'hui, la Corée se retrouve au cœur de la grande confrontation du XXIe siècle, qui est la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Alors, ce que nous allons voir, c'est que, d'une part, cette division de la Corée est née d'une guerre qui n'est pas finie, qui n'est que suspendue par l'armistice de 1953. Donc, la violence est toujours latente, elle est toujours là et elle peut toujours ressurgir, même pendant les périodes de détente. Et aujourd'hui encore, une guerre n'est pas totalement exclue. Dans un deuxième point, nous verrons que, bien sûr, la détente entre les États-Unis et l'URSS a conduit à une certaine détente entre les deux Corées et surtout, elle a été l'occasion pour les deux Corées de reprendre en main leurs propres affaires entre Coréens. Et puis enfin, nous verrons que cette détente n'a pas porté tous les fruits qui étaient espérés, essentiellement du fait d'une crispation, et d'une crispation d'abord de la politique américaine à la suite de ce tournant essentiel qui est l'attentat du 11 septembre et les conséquences qu'il a eues sur la politique extérieure des États-Unis. Voilà donc les
3 points que nous allons développer. La guerre n'est pas finie parce que ce qui a été signé le 27 juillet 1953, c'est un armistice, une suspension des combats. Les négociations qui devaient mener à un vrai traité de paix et à la réunification, je ne dirais pas qu'elles n'ont jamais eu lieu, mais en tout cas, elles n'ont jamais abouti. Alors, la guerre peut-elle éventuellement reprendre? De la part du Sud, le Sud reste puissamment armé, mais il a toujours été clair que les États-Unis ne soutiendraient pas une guerre de libération, entre guillemets, du Nord. Cela est clair en fait depuis 1951, depuis avril 1951, le moment où Truman a limogé le général MacArthur, qui défendait la thèse d'une guerre victorieuse en Corée. Et d'ailleurs, les soviétiques ne s'y sont pas trompés, l'autre camp ne s'y est pas trompé. C'est immédiatement après ce limogeage que l'URSS a fait des propositions de négociation sur la Corée en vue d'un compromis et d'un armistice. De la part du Nord, le Nord, alors lui aussi, reste très puissamment armé et fait étalage de défilés militaires. À plusieurs reprises, Kim Il-sung a suggéré la possibilité d'une reprise d'une véritable guerre contre le Sud. Mais à chaque fois, l'Union soviétique et la Chine ont fait savoir très clairement que dans ce cas-là, il ne faudrait pas compter sur eux. C'est-à-dire qu'on ne leur referait pas le coup de juin 1950, au moment où Kim Il-sung leur avait forcé la main. Alors la guerre ouverte étant exclue, il reste la guerre couverte, en particulier par le terrorisme, et le Nord ne s'en est pas privé. Par exemple, en janvier 1968, un fort commando nord-coréen attaque à Séoul la Maison Bleue, qui est la résidence du président de la République, qui était alors Park Chung-hee. Le but est très clair, il s'agit d'assassiner Park Chung-hee, rien que cela. Alors l'attaque échoue, puisque le président sud-coréen en réchappe, mais il y a quand même plusieurs dizaines de morts. Bon, à la fois parmi les assaillants et les défenseurs. Au même moment, ça se double d'une crise internationale, puisque 2 jours après, la Corée du Nord arraisonne dans ses eaux nationales, dit-elle, un navire militaire, un navire de guerre américain, le Pueblo, que aujourd'hui elle conserve toujours comme prise de guerre. Plus fort encore, en 1983, le président de la République sud-coréenne se rend en visite officielle à Rangoon, en Birmanie, avec pratiquement tout son gouvernement. Et au moment où il va déposer une gerbe au mausolée des martyrs de Rangoon, un commando nord-coréen fait exploser une bombe qui ne tue pas le président sud-coréen, mais qui tue quand même une vingtaine de personnes, dont à peu près une dizaine de ministres sud-coréens. L'affaire est tellement énorme que la Birmanie, qui est quand même un pays neutre dans l'affrontement Est-Ouest, la Birmanie est obligée de rompre les relations diplomatiques avec la Corée, et même la Chine est obligée de condamner la Corée du Nord. Enfin, dernier coup d'éclat que l'on peut citer parmi les grosses affaires, en novembre 1987, pour affaiblir la Corée du Sud, qui se prépare à accueillir les Jeux Olympiques à Séoul, eh bien, la Corée du Nord envoie un commando faire sauter un vol Air Korean, c'est-à-dire la ligne de la Corée du Sud, entre Bagdad et Séoul, et il y a tout de même 115 morts, ce qui, quand même, n'est pas rien. Donc, effectivement, un État qui se donne le droit de se comporter en État terroriste. Alors, y a-t-il un moment où l'on peut parler de détente entre le Nord et le Sud? D'une certaine façon, c'est inévitable. La confrontation entre le Nord et le Sud
est un combat dans une bataille beaucoup plus vaste, qui est la bataille de la guerre froide, qui oppose l'Est et l'Ouest. À partir du moment où l'on passe de la guerre froide à la coexistence pacifique et à la détente, bien, il est évident que cela devait avoir des conséquences sur les relations entre les deux Corées, comme cela en a eu sur les relations entre les deux Allemagnes. Mais pour la Corée, ça a surtout été l'occasion de tenter de reprendre en main ses propres affaires et de ne plus être seulement un jouet entre les mains des deux superpuissances. Alors, dans cette évolution, l'événement essentiel, c'est en février 1972, la visite de Nixon à Pékin, le rapprochement entre la Chine et les États-Unis étant désormais prêts à reconnaître la Chine communiste. Qui dit détente, c'est très bien pour la paix. Mais cet événement montre aussi à quel point la détente est un jeu complexe et pas si innocent que cela. Parce que la détente, c'est un jeu à trois. États-Unis, URSS, Chine. Et en se rapprochant de la Chine, les États-Unis se rapprochent aussi d'une puissance qui est de plus en plus une rivale de l'Union soviétique. Donc c'est aussi un moyen de gêner l'Union soviétique. Donc en somme, les grosses baleines sont en train de régler leurs affaires entre elles. Et les Coréens, bien sûr, n'ont pas oublié le proverbe, quand les baleines chahutent, les crevettes ont le dos brisé. C'est bien la raison pour laquelle, peu de temps après cette rencontre, eh bien, il y a un événement qui semblait inimaginable avant. C'est une rencontre officielle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud de Park Chung-hee, donc la Corée qui est encore dans la dictature. Park Chung-hee envoie, pas n'importe qui, son chef des services secrets, Lee Woo-rak, il l'envoie rencontrer Kim Il-sung, prendre contact avec Kim Il-sung. Donc les deux se rencontrent et conviennent d'amorcer des relations différentes et signent un communiqué très important le 4 juillet 1972 dans lequel ils disent ensemble deux choses essentielles. Premièrement, la réunification doit se faire sans ingérence étrangère. Deuxièmement, la réunification doit se faire pacifiquement. Bon, voilà, ce n'est pas forcément un engagement qui sera tenu sur tous les points, nous le savons déjà. 72, c'est avant en particulier les attentats sanglants que va commettre la Corée du Nord. Mais l'essentiel là-dedans, c'est l'affirmation que la réunification, c'est d'abord une affaire entre les Coréens. Sur ce point aussi, une précision très importante, on a tendance à voir souvent le rapprochement entre les deux Corées comme lié à un progrès de la démocratie, que ce soit au sud ou au nord ou au deux. Ici, pas du tout. C'est la dictature sud-coréenne qui se rapproche de la dictature de Kim Il-sung. Et à son retour de Pyongyang, Lee Woo-rak, le chef des services de renseignement, il va rendre compte évidemment à Park Chung-hee qui lui demande comment l'avez-vous trouvé. Et Lee Woo-rak fait part de son admiration pour Kim Il-sung. Ah bon, pourquoi? Eh bien, parce que lui, au moins, c'est un homme à poigne qui sait diriger son pays d'une main de fer et nous devrions prendre exemple sur lui. Et d'ailleurs, cette rencontre a été suivie d'un resserrement de la dictature en Corée du Sud. Cette nouvelle étape des relations Nord-Sud, elle a commencé en 1972, donc il y a près de 50 ans, et elle n'a toujours pas conduit à la réunification. Cependant, elle a permis toute une série d'initiatives communes qui, auparavant, étaient inimaginables. En 1985 commencent les premières réunions de retrouvailles entre les familles séparées du Nord et du Sud. Alors évidemment, des réunions qui sont très limitées, très encadrées, très surveillées, mais elles permettent quand même à des familles de se retrouver après plusieurs dizaines d'années. 1991, c'est l'entrée des deux Corées à l'ONU. Et oui, parce qu'elles n'y étaient pas.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul siège pour la Corée à l'ONU et que chaque État, le Nord et le Sud, prétendait être le seul représentant légitime du peuple coréen. Donc, résultat, il n'y en avait aucun à l'ONU. 1991, les deux États se mettent d'accord pour entrer ensemble à l'ONU, donc, d'une certaine façon, pour reconnaître la légitimité de l'autre. 1997 est ouverte la zone touristique des monts Kumgang. Alors, c'est très important, ça se trouve au nord, juste à la limite de la frontière entre le nord et le sud, sur la côte est de la Corée. Et c'est un lieu touristique très réputé en Corée, qui ici, donc, il y a un parc national ici, qui est ouvert donc désormais aux touristes du sud qui vont se précipiter, puisqu'il y en a 500 000 quand même qui vont venir en quelques années. Avec la Corée du Nord, rien n'est jamais définitif, assuré. Alors en 2008, la zone a été fermée à la suite d'un incident. Une touriste sud-coréenne a été tuée par un garde-frontière nord-coréen. Elle avait, paraît-il, franchi la limite d'une zone interdite. Bon, ça c'est l'incident. Alors le Sud a demandé une enquête, ce que le Nord a refusé, parce que ça aurait été reconnaître en quelque sorte un droit de regard du Sud sur ce qui se passe au Nord. Résultat, la zone n'est plus accessible aux touristes du Sud. Le Nord a remplacé cela par les touristes chinois qui aujourd'hui sont accueillis dans cette zone. 1998, alors ici c'est une initiative privée, mais pas de n'importe qui, du patron, aujourd'hui décédé, mais à l'époque du patron de Hyundai, qui est un milliardaire coréen, mais il est né au Nord et il a bâti sa fortune et son entreprise au Sud. Et il est resté attaché à sa région d'origine et à l'idée de réunification. Et en 1998, alors en accord évidemment avec les autorités nord-coréennes, il traverse la ligne de démarcation avec 1001 vaches, bon, dont il fait cadeau en quelque sorte à la Corée du Nord, et il fait la déclaration suivante. En 1933, j'ai quitté mon village avec l'argent de la vente d'un bœuf. Aujourd'hui, je viens rembourser ma dette. Donc ce bœuf plus les intérêts, ça faisait 1001 vaches. 2000, très important, la politique du rayon de soleil, qui est pratiquée par Kim Dae-jung, le premier président véritablement démocrate en Corée du Sud, élu en 1997. Il décide de ce dégel vis-à-vis du Nord, qu'on a appelé politique du rayon de soleil. Alors ça fait allusion à une fable très populaire en Corée, qui voit s'opposer le vent glacé du Nord et le chaud soleil du Sud. Et la moralité, c'est que le chaud soleil du Sud finit par l'emporter. En gros, pour défendre ses intérêts, il vaut mieux utiliser la méthode caressante que la méthode dure. Donc, l'idée du rayon de soleil, de la politique du rayon de soleil, c'est faisons des concessions, apportons quelque chose au Nord et nous finirons par en toucher les dividendes politiques. Ce qui est intéressant, c'est que Kim Jong-il, qui à ce moment-là avait remplacé donc Kim Il-sung, Kim Jong-il répond tout à fait favorablement. Et lorsque Kim Dae-jung se rend à Pyongyang, eh bien Kim Jong-il en personne vient l'accueillir à l'aéroport, ce qui était pour donner son approbation ouverte à cette politique du rayon de soleil. Pour cette politique du rayon de soleil, Kim Dae-jung s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix en 2000, le jury du Nobel n'ayant pas poussé le bouchon jusqu'à l'attribuer également à Kim Jong-il, soleil. 2002, dans le cadre justement de cette politique, ouverture de la zone économique spéciale de Kaesong. Kaesong se trouvant au nord, mais juste à la frontière, et cette fois sur la côte ouest. Alors, zone économique spéciale, c'est ce qu'ont fait les Chinois autrefois. Dans une zone particulière, on va accueillir des entreprises étrangères et on va leur offrir sa main-d'œuvre.
Donc ici, au nord, s'installent dans cette zone économique des entreprises sud-coréennes qui vont travailler avec leurs méthodes, leurs capitaux, leur matériel, etc., mais qui vont faire travailler des ouvriers et des ouvrières nord-coréens qui ont évidemment un salaire très, très, très modeste, très inférieur à celui du Sud, et qui sont une main-d'œuvre qualifiée, disciplinée, etc., etc., et qui seront ravis de toucher des salaires auxquels ils ne peuvent absolument pas prétendre au Nord. Cette zone économique, alors quelque chose de très symbolique aussi, c'est dans cette zone économique spéciale, ce type de magasin. Family Mart, c'est comme 7-Eleven, etc., ce genre de magasins que l'on voit en Asie et qui sont ouverts presque en permanence et où l'on voit à peu près tout. Donc ici, on voit bien qu'on est au nord, on le voit à l'uniforme du soldat qui est devant le magasin. Mais c'est une chaîne Family Mart avec des produits qui viennent du sud. Donc les ouvriers du nord peuvent venir ici dépenser leur salaire et faire le plein de produits qu'ils vont revendre sur les marchés au nord. Enfin, autre manifestation de la politique du rayon de soleil, c'est les Jeux Olympiques, qui souvent ont été un point de friction. En 1988, Jeux de Séoul, la Corée du Nord n'y était pas, et elle a même essayé de saboter l'affaire par un attentat contre un avion en 1987. À partir de 2000, les deux Corées vont défiler ensemble aux Jeux Olympiques. Leurs équipes vont défiler ensemble sous un drapeau commun que vous avez ici à gauche. C'est le drapeau de la Corée réunifiée. Alors, ils défilent ensemble, mais attention, les équipes restent séparées et participent à la compétition séparément. Sauf alors un cas, en 2018, dans une discipline, il y avait une équipe commune, c'est le hockey sur glace. Donc l'équipe féminine de hockey sur glace comportait 2/3 de joueuses du Sud et 1/3 de joueuses du Nord pour respecter l'équilibre de population entre les deux. Toujours à ces Jeux Olympiques de 2018, eh bien, c'est la première apparition à l'international de la petite sœur de Kim Jong-un, que nous voyons ici avec un beau sourire, serrer la main du président de la Corée du Sud. Et c'est à peu près depuis cette date qu'on a vu systématiquement la sœur de Kim Jong-un au premier rang, dans l'ombre en quelque sorte, de Kim Jong-un. Il y a donc eu des signes de détente incontestables, mais ils n'ont pas empêché que surviennent des crispations qui ont bloqué le processus de détente et conduit à de nouvelles crises extrêmement graves, puisqu'on est allé jusqu'à la menace nucléaire. Alors, une première crispation, ça a été, je dirais, une crispation silencieuse, qui s'est sans doute produite dans la tête des dirigeants nord-coréens en 1989-91, au moment de l'effondrement du bloc socialiste européen. Puisqu'on a là des régimes qui se sont effondrés et dont les appareils d'État ont complètement disparu. Donc la question qui se posait pour les dirigeants coréens, c'est est-ce que nous sommes menacés de la même fin? Et puis, il y a eu autre chose, c'est qu'accompagnant cette fin du bloc socialiste en Europe, il y a eu la réunification allemande. Est-ce que ça pouvait servir de modèle? Alors, sans doute pour la Corée du Sud. Et on a vu, par exemple, on le voit sur ces images, des délégations sud-coréennes se rendre dans l'ex-RDA pour voir comment ça se passait. Nous les voyons à gauche, donc 2 Coréens avec des Allemands, à droite uniquement des Coréens chantant leurs petites chansons, Notre espoir et la réunification. Ils trouvent tout ça très bien et ils voudraient bien que se passe la même chose en Corée. Sauf que pour la Corée du Nord, ce n'était pas du tout un exemple, mais plutôt un contre-exemple. Puisque la réunification allemande, eh bien, ça a été l'annexion de la RDA par la RFA et la disparition
de l'appareil d'État de la RDA. Or, en Corée du Nord, le pays est en quelque sorte le patrimoine du clan Kim et qu'il envisage d'y renoncer, c'est tout à fait exclu. Donc, après ce tournant de 89-91, eh bien, on aura des dirigeants nord-coréens qui sont beaucoup plus prudents et méfiants. La crispation, elle vient surtout des États-Unis après le 11 septembre 2001. Bon, c'est quand même l'attaque la plus grave qui ait subi le territoire américain depuis Pearl Harbor. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait une vive réaction des États-Unis. Mais le président Bush 2, a décidé, face à cela, une réaction globale qu'il a appelée la guerre contre le terrorisme, et donc une réaction qui englobe la Corée du Nord et qui donc ne tient plus compte des spécificités du problème coréen. Bush fait un discours devant le Congrès donc en janvier 2002 et il définit son ennemi comme constituant l'axe du mal. L'axe du mal, ce sont les trois États qui, selon lui, soutiennent le terrorisme, l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Bon, alors que la Corée du Nord ait pratiqué, qu'elle puisse pratiquer encore le terrorisme, c'est bien évident. Que la Corée du Nord ait pu livrer à l'Irak et à l'Iran des matériels militaires illicites, qu'ils soient nucléaires ou chimiques, c'est aussi tout à fait possible. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Corée du Nord n'est pas du tout l'allié du terrorisme islamiste, et surtout en 2000, elle n'est pas du tout dans la même logique que Al-Qaïda et Ben Laden. À ce moment-là, Al-Qaïda déclare la guerre aux États-Unis par cet attentat spectaculaire, alors qu'au contraire, la Corée du Nord est dans une logique de négociation et une logique de marchandage, en particulier autour de son programme nucléaire. Alors, le programme nucléaire nord-coréen, il est en route depuis des décennies. Ce n'est pas des choses qu'on peut comme ça sortir d'un chapeau tout d'un coup. Et ce programme nucléaire, eh bien, il commence à porter ses fruits, disons, dans les années 1990. Mais à ce moment-là, la Corée du Nord se montre prête à négocier et, je dirais, à marchander avec les États-Unis autour de ce programme nucléaire. Bon, le marchandage, il est clair. Hein. Nous voulons bien suspendre ce programme à condition d'obtenir, bon, d'une part, une aide économique conséquente. Les années 1990, ce sont aussi les années de la famine en Corée du Nord, au moment où s'effondre l'économie du pays et où en plus il y a des inondations. Donc d'une part une aide économique conséquente et d'autre part une assurance vie pour notre régime, qu'on n'essaiera pas de renverser notre régime politique par la force. Et sur cette base, on arrive à négocier. Ce sont quand même les années pendant lesquelles tout de même l'ancien président Jimmy Carter est allé à Pyongyang et a rencontré Kim Il-sung. Et en avril 2000, pas si longtemps que ça, avant le 11 septembre 2001, la secrétaire d'État américaine, la ministre des Affaires étrangères, Madeleine Albright, est allée à Pyongyang pour rencontrer Kim Jong-il. Donc, on en était là. Et puis, voilà, donc 2001, le 11 septembre, et en 2002, donc, le message de George Bush est tout à fait clair. L'axe du mal est notre ennemi. La Corée du Nord fait partie de l'axe du mal, et notre objectif, c'est de détruire l'axe du mal. Bon, donc là, la réponse de la Corée était tout à fait claire. Si nous ne pouvons pas obtenir des États-Unis une assurance vie, eh bien la seule assurance vie qui nous reste, c'est l'arme nucléaire. La suite, eh bien, on peut dire que c'est une partition écrite d'avance. En 2003, l'intervention américaine renverse le régime de Saddam Hussein
Et en décembre 2003, Saddam Hussein, qui s'était enfui, est arrêté par des soldats irakiens et américains dans des conditions ignominieuses. On a l'impression de voir un clochard qui tombe entre les mains de la police. Et on imagine donc Kim Jong-il regardant ces images et disant moi, je ne terminerai pas de cette façon. Précisons, c'est très important, que Saddam Hussein avait abandonné son programme nucléaire dans les années 1990. Alors, cette même année 2003, la Corée du Nord se retire officiellement du traité de non-prolifération nucléaire. Et en 2006, donc, elle annonce son premier essai nucléaire réussi. Elle dispose désormais de l'arme atomique. Alors, à partir de là, donc, il y a eu une escalade de sanctions prises par les Nations Unies, sous l'impulsion des États-Unis, mais enfin approuvées par le Conseil de sécurité. D'une part, les sanctions, et puis d'autre part, les essais nord-coréens qui se poursuivent. Il n'y a pas de raison que cela s'arrête, d'autant plus qu'en 2011, en Libye, le régime de Kadhafi est renversé. Alors, renversé par une insurrection en Libye, mais une insurrection qui est soutenue par une intervention occidentale. Kadhafi est assassiné, lynché dans des conditions épouvantables, et Kadhafi avait abandonné son programme nucléaire en 2003. Donc, la Corée du Nord, elle, de son côté, bien sûr, poursuit son programme nucléaire et ses essais balistiques. Et en 2016, nous voyons ici la célèbre présentatrice de la télévision nord-coréenne annoncer d'un air martial et triomphant que la Corée vient de réussir son premier essai de bombe thermonucléaire, de bombe H, c'est-à-dire beaucoup plus puissante que la bombe A. Alors, on en est là maintenant, printemps 2020, avec une situation qui paraît bloquée et qui pourrait rester bloquée très longtemps. Alors attention, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Souvenons-nous de 1988, même parmi les meilleurs experts, personne n'envisageait une réunification de l'Allemagne dans un avenir prévisible. Et 2 ans plus tard, la réunification était faite. Alors une surprise est toujours possible, mais hors surprise, la situation paraît bloquée. En quoi est-ce qu'elle est bloquée ? On sait parfaitement ce que veut la Corée du Nord. Le régime de Corée du Nord, il veut une porte de sortie pour son économie et il veut une assurance vie pour le régime. Alors, une porte de sortie pour son économie, bon, il ne croit plus que le socialisme autarcique, le juché, soit une solution. Bon, il a tenté l'ouverture économique vers la Corée du Sud, l'ouverture économique vers l'Occident, et puis ça a été suspendu par les tensions et par les sanctions. Bon, la zone touristique des monts Kumgang est fermée aux touristes sud-coréens. La zone économique spéciale de Kaesong, elle est fermée depuis 2016. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il restait l'ouverture économique vers la Chine. Et c'est la voie que la Corée du Nord explore maintenant. La zone économique de Kaesong a été remplacée par ces zones économiques qui se trouvent sur la frontière chinoise, en particulier en face de la ville chinoise de Damdong. Et c'est ici donc que la Corée profite en quelque sorte de l'essor économique de la Chine, y participe. Nous avons ici donc une fois, c'est tiré d'un reportage de Arte, un excellent reportage de Arte, le pont de l'amitié sur la rivière Yalu, sur lequel il y a un trafic intense malgré les sanctions qui, paraît-il, sont appliquées. Et puis vous voyez en bas donc ces boîtes de nuit où se distraient le soir les hommes d'affaires avec ces jeunes filles coréennes qu'on a amenées ici pour les distraire. Et puis au mur donc les deux, c'est un côté quand même martial, socialiste. Mais bon, on peut supposer qu'on s'amuse quand même. Et au mur, donc, les 2 drapeaux de la Corée du Nord et de la Chine. Parallèlement à cette ouverture économique vers la Chine, le régime tolère l'économie parallèle, l'économie
libre, le marché noir en quelque sorte, qui s'est mis en place au moment de la famine des années 1990, parce qu'il fallait bien que les gens se débrouillent. Donc ils se sont débrouillés, une économie parallèle s'est mise en place, et le régime continue de la tolérer. Donc c'est une certaine expérience de libéralisation économique, à la fois par le haut et puis par les initiatives de la société. Le régime a bien l'intention, évidemment, de maintenir le contrôle absolu du parti sur l'État. Le précédent, à la fois de la Chine et du Vietnam, semble montrer que c'est possible. Sauf que pour la Corée, ça pose quand même un problème particulier en raison du caractère, je dirais, plus totalitaire du régime. C'était un système dans lequel il était impossible de faire quoi que ce soit en dehors du contrôle du parti. Or, voilà que non seulement on peut faire quelque chose, mais on pourrait réussir, on pourrait s'enrichir indépendamment de ce contrôle du parti. Il y a là évidemment un défi pour le régime. Deuxième chose que veut ce régime, une assurance vie qui viendrait donc de la communauté internationale, c'est-à-dire une garantie qu'il n'y aura pas de tentative d'intervention, soit ouverte, soit couverte, pour le renverser. Et tant que le régime n'aura pas cette garantie, cette assurance vie, eh bien, il conservera celle qu'il a aujourd'hui, qui est l'arme atomique. Et ça, personne n'y peut rien. C'est-à-dire que la Corée du Nord a échappé au contrôle, en quelque sorte. Même la Chine n'y peut rien, malgré la disproportion de taille entre les deux États, entre l'énorme Chine et la toute petite Corée du Nord, en dehors du fait que la Chine pourrait très facilement asphyxier la Corée du Nord, simplement en fermant la frontière, mais ce serait prendre un risque considérable. Un risque de quoi? Un risque d'effondrement du régime et un risque de réunification au profit du Sud, c'est-à-dire au profit des États-Unis. Et ça, c'est un risque qu'en aucun cas la Chine ne prendra. Donc, la Chine n'a pas véritablement de prise sur la Corée du Nord. Sur cette carte, nous avons en bleu les pays qui disposent de la protection militaire directe des États-Unis. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines. Que cette protection s'étende à une Corée réunifiée, c'est tout à fait inenvisageable pour la Chine. Alors, personne ne peut rien, les États-Unis non plus ne peuvent rien, c'est pour ça que ça peut durer longtemps. Les États-Unis ne peuvent rien, comme l'a montré l'échec de l'espèce de bluff qui a été tenté par Trump. Bon, moi, je vais y aller et je vais l'embobiner, le Kim. Donc, ils se sont rencontrés comme deux mauvais garçons qui essayent de passer un deal. Une première fois donc à Singapour en juin 2018. Alors, très gros effet évidemment sur l'opinion publique mondiale. Ces deux hommes qui se serrent la main, c'est juste pour prendre contact. Ensuite, on va se revoir, savoir si on peut discuter sérieusement. Donc, on se revoit quelques mois plus tard, février 2019, à Hanoï. Et là, alors bon, je n'étais pas sous la table, mais on peut facilement imaginer le dialogue. Le bandit Kim demandant à Trump est-ce que tu m'as apporté les deux choses que je t'ai demandé, c'est-à-dire l'aide économique et l'assurance vie, et Trump répondant mais non, tu n'avais pas compris, moi je pensais que d'abord tu devais poser ton flingue et renoncer à l'arme atomique. Ah bon, la discussion s'est arrêtée ici. Il n'avait plus rien à se dire. Il faudrait revenir aux conditions de dialogue telles qu'elles étaient avant 2000, et ça n'est pas pour demain. Donc, à l'heure actuelle, on ne voit pas ce qui pourrait changer. Donc, la situation paraît bloquée, mais je ne crois pas qu'on puisse dire pour autant que l'espoir de la réunification ait été abandonné par le peuple coréen. Évidemment, personne n'y croit pour demain. Je cite cet étonnant dialogue qui est rapporté dans le documentaire d'Arte dont je vous parlais tout à l'heure. Lors de leur rencontre en 2000, les deux présidents, Kim Dae-jung et Kim Jong-il,
évoquent la perspective de la réunification. Et l'un des deux demande, mais enfin, ça va prendre combien de temps? Et Kim Dae-jung dit, oh, beaucoup de temps, selon moi, 10 à 20 ans. Et Kim Jong-il répond, oh, vous êtes optimiste, pour moi, ça serait 40 à 50 ans. C'est-à-dire repousser à une époque où on ne sait pas du tout quelles seront les conditions. En tout cas, il y a quelque chose de clair, c'est qu'au nord et au sud, eh ben, le peuple coréen, dans son ensemble, il a réussi un petit peu le tour de force de ne pas tomber aux oubliettes. Bon. Parce que voilà quand même un peuple qui a traversé des épreuves assez extraordinaires. Un demi-siècle de colonisation japonaise, une guerre terrible qui a laissé le pays complètement ruiné, très pauvre, ravagé, divisé en deux dictatures différentes, au nord et au sud, et malgré ça, eh bien, il a survécu, et de façon différente. Alors au sud, en construisant sa postérité économique, sa prospérité économique, en devenant une démocratie, et même en se payant le luxe de devenir un modèle culturel, avec ce qu'on appelle le Hallyu, la bague coréenne. Au nord, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un modèle, mais tout de même, voilà un pays qui a, dans des conditions extrêmement difficiles, qui a réussi à rester indépendant, qui n'a pas été une démocratie populaire comme les autres, qui a fait face à l'impérialisme américain, mais qui s'est protégé aussi contre les protecteurs socialistes, qu'ils soient russes ou qu'ils soient chinois. Il y a un pays, j'ai dit, qui aujourd'hui a échappé à tout contrôle, même de la Chine. Donc, quand même, cette capacité de survie, bon, bah, c'est l'espèce de patrimoine commun que partagent les Coréens et qui peut encore nous surprendre. Un dernier mot sur, si ça veut bien, oui, voilà, sur la place qu'occupe dans l'histoire un régime quand même très surprenant à nos yeux, du type nord-coréen. Alors en gros, le communisme, ça nous apparaît aujourd'hui comme une grande aventure du XXe siècle, mais on n'en voit plus grand-chose au XXIe siècle. Tout de même, nous avons au pouvoir 3 partis communistes puissants, dont on ne voit pas ce qui pourrait les déloger du pouvoir, dans 3 pays qui sont la Corée du Nord, la Chine et le Vietnam. Alors, bon, la carte nous montre une proximité géographique, quelque chose aussi que ne nous montre pas la carte, mais que nous avons évoqué, c'est une proximité culturelle. Ce sont 3 pays de l'ère culturelle chinoise. Et puis un point commun aussi, c'est 3 pays dans lesquels la victoire du communisme a reposé finalement sur un quiproquo. C'est-à-dire que même si les fondateurs, même si Kim Il-sung, Mao Tse-tung et Ho Chi Minh ont été des communistes sincères, eh bien en fait, le communisme a été le masque sous lequel s'est avancé le patriotisme de la Corée, de la Chine et du Vietnam. Et c'est cela qui a permis à ces pays donc de devenir des pays indépendants, des pays respectés. Donc, le communisme du Nord étant l'un des aspects du patriotisme coréen, eh bien, on peut penser qu'il a encore un rôle à jouer dans l'avenir de la Corée.